Les Togolais attendent avec impatience le prochain gouvernement qui devra poursuivre le programme du chef de l'État Faure Gnassingbé pour le quinquennat 2020-2025. Le président de la République, il vous en souvient, a prêté serment depuis le 3 mai dernier. Mais voilà, le gouvernement tarde à voir le jour. On donne entre autres raisons l'état d'urgence sanitaire, des raisons qui ne convainquent pas beaucoup de monde, qui attendent donc que ce gouvernement soit formé. Quel va être le profil et les priorités du prochain gouvernement? C'est le sujet que j'aborde ce soir avec mon invité, Nutite Yindou Mela Krokou, président de Vision et Initiative Positive du président Faure Gnassingbé. Bonsoir. Bonsoir, mon cher ami. Comme on dit trivialement, chez nous, ça fait 2 jours. Exactement. Je suis ravi de vous rencontrer tout radieux comme d'habitude sur votre plateau. VIP Togo. Très bien, VIP se porte en chair et en os et on est là toujours pour vous servir les meilleures réponses pour vos questions de l'actualité. Les activités se poursuivent? Absolument. Et nous avons une série d'activités qui vont s'ouvrir dans les prochaines semaines. D'accord, on pourra en parler vers la fin de cet entretien. Première question, je parlais donc du gouvernement. On va essayer de voir un peu quel va être le profil et les priorités. Mais s'il vous était donné, par exemple, de donner une note au gouvernement Classou, il y a eu Classou 1, Classou 2, quelle serait la note? Bien, merci d'abord d'entrer dans cette émission. Je salue d'abord tous les efforts et toutes les initiatives que le gouvernement Classou 1 et Classou 2 ont pu mettre en œuvre pour régler les problèmes des Togolais depuis qu'ils ont été nommés. Et pour répondre avec perspicacité à votre question, je dirais tout simplement que le premier gouvernement Classou était un gouvernement qui est arrivé pour régler certaines questions urgentes. Aujourd'hui, nous sommes à un gouvernement qui vient d'entamer d'abord l'organisation d'une élection présidentielle et qui poursuit son activité au-delà de cette élection présidentielle. Si, en tant que citoyen togolais, en tant que jeune militant du parti UNIR, il m'était donné de noter ce gouvernement Classou 2. Je reviens sur Classou 2 juste pour dire que je donnerai peut-être une note 14. 14 parce que tout ce que le gouvernement Classou 1 et Classou 2 ont fait jusqu'à ce jour dépasse ce qu'on puisse appeler la moyenne. Malgré que la pandémie du Covid-19 plutôt est arrivée et a privé les Togolais de tout contact, ce gouvernement a continué à régler non seulement les questions économiques urgentes de notre pays, mais également les questions sociales. On les a vus dans beaucoup d'initiatives qu'on aura l'occasion de pouvoir décortiquer dans la suite de cette émission. Ce qui fait que, sincèrement, je pense qu'il faut les hisser au-dessus de la moyenne. Mais vous le savez très bien, ce n'est pas la même lecture que fait le commun de mortels, sinon les gens ne souhaiteraient pas avec insistance que ce gouvernement passe la main. Oui, si vous le dites ainsi, même s'il fallait donner une note, même s'il fallait donner 17, 18, 19, 20 à ce gouvernement, je pense que d'après les analystes, parce que moi aussi je suis en quelque sorte connecté aux médias, non seulement nationaux, mais des médias internationaux, et j'écoute un peu les critiques et les analyses des uns et des autres. Et donc, beaucoup disent que même un gouvernement, comme on dit, on ne change pas l'équipe qui gagne, mais même si un gouvernement travaille bien en matière de démocratie, au sortir d'une élection présidentielle, il faille normalement qu'on puisse remanier l'équipe dirigeante. Et donc, je ne pense pas que cela déroge à la règle, mais je pense que le président de la République, tel que je le connais ou j'ai eu la grâce de le connaître, est en train de peaufiner un peu les pions et les cartes qu'il faut pour une meilleure équipe. Peut-être que c'est ça qui est en train de prendre le temps. C'est si difficile pour vous de trouver une meilleure équipe au Togo? Non, quand vous parlez de difficile, je ne pense pas, parce que on dit souvent... Parce que pour un pays qui veut quand même aller très vite, on le voit dans un certain nombre de pays, quand on veut aller très vite, dès qu'il y a une élection, on change d'équipe. On a vu même en France tout récemment, ce n'était qu'une élection municipale, mais on a remanié l'équipe gouvernementale. Absolument. Dans les jours qui ont suivi. On a comme l'impression qu'ici, on n'est pas pressé. On se dit, on a toutes les manettes en main, on contrôle tout, donc on n'a pas à se presser. Non, je pense que ça, c'est des lignes d'analyse qu'on ne doit pas rejeter, parce que la liberté d'expression, c'est le droit qu'il faut reconnaître à tout genre humain, à part le droit à la vie. Et donc, que d'aucuns pensent que
le parti au pouvoir ne veuille pas peut-être se presser parce qu'ils se disent qu'ils ont les choses à la main. Libre cours à eux de penser ainsi. C'est pas faux non plus. Oui, voilà. Bon, ça c'est ce que je suis en train de dire, c'est une liberté d'expression. Maintenant, pour répondre de façon beaucoup plus intellectuelle à votre question, je dirais tout simplement qu'il y a un adage populaire, même quand vous ouvrez le dictionnaire Larousse, qui dit qui va lentement va sûrement. Et moi, en tant que jeune militant unir, pays, hein, c'est pas une personne. En tant que jeune militant unir, je pense que aussi. Le président de la République veut aller sûrement, c'est pourquoi il est en train d'aller lentement. Et donc, quand vous analysez un peu tout ce qui s'est passé depuis que la pandémie du Covid-19 est arrivée, l'équipe dirigeante, ils ont noué beaucoup d'accords avec des institutions internationales. La Banque mondiale est rentrée en jeu, la BAD, la BOAD, avec des financements. Et quand vous voyez, même au niveau de la santé, l'équipe du colonel Djibril, que je profite, un aîné et un ami personnel que je profite pour saluer par rapport à tout ce qu'il a fait pour lutter contre cette pandémie du Covid-19. C'est des gens qui, aujourd'hui, ont des portefeuilles à leur disposition. Et je pense que le président est en train de réfléchir pour les laisser une large de manœuvre parce qu'ils ont pris des engagements et il y a une confiance par rapport à la manière dont ils sont en train de gérer la crise, même si beaucoup se disent que ce n'est pas un satisfecit général à leur niveau. Quand on analyse dans la sous-région l'évolution de la crise du Covid-19, le Togo reste toujours en position de mire et je pense que les pays voisins, le Ghana et autres, ont franchi là-bas des trentaines de milliers de cas de contamination. Et aujourd'hui, nous sommes un peu déçus parce que nous évoluons vers 500 ou bien 400 cas, mais en même temps, nous sommes encore loin de ceux qui ont franchi là-bas des milliers de cas. Et donc, ça, c'est aussi une manière de dire à ceux qui sont en train de gérer le pays. On est exactement à 1000, en tout cas plus de 1300 cas confirmés. Pour les cas actifs, c'est vrai que c'est moins de 400. Moins de 400, c'est ce que je voulais dire. Je suis en train de plancher sur les cas actifs. Et donc, juste, c'est une manière de montrer que l'équipe qui est en train de diriger est une équipe en laquelle on puisse encore faire confiance. Et j'avais une fois dit sur votre plateau que sur certaines questions nationales, il faille montrer un peu d'un sentiment de solidarité nationale et éviter certains clivages qui nous amènent à nous opposer les uns aux autres. Et aujourd'hui, les Togolais doivent être sereins. Les Togolais doivent chercher à savoir qu'est-ce qui les amène vers un développement durable et participatif. Et c'est ça que moi, je veux partager avec vous sur ce plateau tout au long de cette émission par rapport aux questions qui vont arriver par la suite. Mais c'est vrai qu'on va évoluer dans les questions, mais c'est pas un peu trop facile de prendre l'argument du Covid-19 pour ne pas former une nouvelle équipe, comme quoi celle-ci, elle gère bien. Le Togo n'est pas le seul pays touché, tous les pays de la planète le sont, et il y a beaucoup qui ont changé de gouvernement. Absolument. Mais quand vous analysez bien la chose, tous les pays ne sont pas passés par une élection présidentielle. Donc nous sommes aussi, non seulement par rapport à la pandémie du Covid-19. Oui, mais même ça devait être l'argument, parce que moi je suppose qu'en allant à la présidentielle, en sollicitant à nouveau le suffrage des Togolais, le président avait en tête une équipe avec laquelle il voulait à nouveau travailler. Oui, et aujourd'hui, je dois vous dire tout simplement que la politique ne se joue plus comme dans le passé. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire avec les compétences. Et si cette équipe gouvernementale est maintenue jusqu'à ce niveau, c'est parce que le président ne dirige plus le pays, notre cher pays, le Togo, suivant des aspirations purement politiciennes. Mais il dirige le pays suivant sa vision. Et j'avais dit une fois dans un débat politique que quand un homme politique, un acteur politique est visionnaire, il faut savoir le classer parce qu'un visionnaire, c'est quelqu'un qui voit loin. Et quand on voit loin, il faut composer avec les énergies et les intelligences qui puissent soutenir et être les soubassements de votre vision. Et donc, si l'équipe n'a pas été changée au sortir de la présidentielle jusqu'à aujourd'hui, cela veut dire quelque part que le porteur de la vision, qui sait vers quelle destinée il est en train de conduire le Togo, a jugé bon que ceux qui sont aujourd'hui dans l'ancienne équipe ont toujours des bagages, ont toujours des compétences pour asseoir sa vision avant qu'il ne puisse maintenant préparer la nouvelle équipe. C'est les raisons que je puisse vous avancer. Ce que vous dites, ça me rappelle ce que me disait un acteur de la société civile très connu. Il dit que c'est vrai que le président de la République, c'est le pilote d'un avion, mais il ne doit pas oublier que nous sommes à bord.
Absolument. Donc, c'est pas seulement sa volonté, non? Absolument. C'est pas une question de volonté, mais c'est une question de vision. Et quand c'est une question de vision, il y a ce qu'on appelle l'adhésion populaire. Et donc, quand il y a une adhésion populaire, ça veut dire que... À lui, pas forcément au gouvernement. Non, pas à lui en tant qu'individu. On fait confiance à sa politique. Pas forcément à ce gouvernement, non? Oui. Maintenant, la question est de savoir si les Togolais ont adhéré à sa vision. Parce qu'une vision, ce n'est pas une personnalité. Une vision, c'est un ensemble de valeurs. Vous voyez, et donc les Togolais se sont mis d'accord pour comprendre que cet homme-là est celui qui puisse peut-être matérialiser l'ensemble des aspirations que chacun d'entre nous avions dans nos cœurs. Et quand nous analysons aujourd'hui, même au sortir de cette présidentielle, ça ne fait pas encore 6 mois, nous sommes juste à quelques 5 mois de la présidentielle de 2020, mais nous voyons déjà les réalisations sur le terrain. Le président n'a pas fait fi à ce que la pandémie du Covid-19 puisse freiner en quelque sorte les grands travaux. Je me rappelle, et ça aujourd'hui, j'ose briser le silence pour vous le dire sur ce plateau, lors de nos activités, lors de la campagne présidentielle de 2020, après le grand meeting de Dapaon, nous avions eu l'honneur de rencontrer le chef de l'État en tête-à-tête à Dapaon. Et donc, le président, après son discours à la population de ce milieu, a dit clairement qu'il va construire 4000 routes bitumées et 40 000 pistes rurales seront réaménagées. Et je pense quand même que dès qu'il est rentré à Lomé, malgré qu'en mars, avril, la crise du Covid est tombée, il n'a pas relégué cette vocation, ce souhait à plus tard, mais il a insisté, il s'est lancé dedans. Aujourd'hui, nous voyons Ebouma partout dans la ville. Agoué est devenu une grande capitale aujourd'hui et Adido Gomé est en train de suivre. Nous voyons certains acteurs de Agbalpido et Toti. Juste pour vous dire que la vision du chef de l'État, c'est quelque chose en laquelle nous, on ne peut plus douter et notre adhésion reste intacte et nous sommes prêts à l'accompagner. Je dois retenir donc, on ne change pas l'équipe qui gagne, c'est Absolument. Ça? Mais l'équipe doit changer quand même. Et je pense que le président a déjà son équipe et bientôt, surtout que c'est lui qui a en quelque sorte les rênes du pays en main. Et il sait comment il est en train de manager le temps, le timing. Et je suis sûr que la nouvelle équipe va sortir tout dans quelques semaines peut-être. Alors, à votre avis, quel doit être le profil justement de cette nouvelle équipe? Est-ce qu'il faut, avec le programme du président de la République, en tout cas le programme sur lequel il a été élu, il faut privilégier une équipe de technocrates ou une équipe de politiques? Ou bien faire le jumelage entre les deux? Bienvenue cette question. Technocrate ou nomination politique, je pense que les deux seront très bienvenus par rapport aux réalités actuelles du pays. Mais je voulais ajouter un troisième étalon pour dire que la nouvelle équipe gouvernementale doit être formée sur une tridimensionnalité. Au-delà de l'aspect technocrate et politique, parce que beaucoup ont joué dans la présidentielle et c'est normal. Dans tous les pays, il faut récompenser les ardeurs de ceux qui ont porté la vision et les aspirations du chef de l'État. Mais il faut aussi, dans des domaines clés, parce que en matière de politique, il y a aussi la particularité. Et certains ministères, il faut des gens qui sont des techniciens fins, diplômés dans des écoles spécifiées, qui puissent engranger certaines lignes de développement. Maintenant, la troisième dimension à laquelle je voulais faire allusion, par rapport au fait que le Togo doit devenir une étoile montante, doit devenir peut-être même plus qu'une Suisse d'Afrique, qu'il a été le Togo plutôt dans le passé, c'est l'adhésion du cœur et de l'esprit. Je pense qu'au-delà du fait qu'on puisse nommer des gens qui soient technocrates, je pense qu'au-delà qu'on puisse vouloir récompenser ceux qui ont soutenu la politique du chef de l'État, qui se sont battus, évertués nuit et jour pendant la période électorale de la campagne de 2020, il faut également jouer avec des gens qui ont un cœur. Parce que le président, je l'ai vu en 2020, non seulement depuis qu'il était arrivé au pouvoir en 2005, tout jeune, avec des promesses qu'il a données à la jeunesse togolaise,
2020 a été une spécificité que je ne cesserai de rappeler, de marteler dans tous les médias où je serai invité. Le président a montré qu'il veut diriger ce pays avec une aspiration cardinale. Et là, il faut utiliser aussi les vertus cardinales. Et là, il faut comprendre ce que les Togolais veulent. Il faut rentrer dans le cœur des gens. Il faut rentrer dans les aspirations profondes. Bon, il faut maintenant ouvrir le talent du social. Il a fait un programme de société, c'est parce qu'il connaît. Absolument, le programme de société est rentré dans... C'est pas maintenant qu'il va aller chercher les aspirations du peuple non plus. Non, vous parlez de l'équipe. Oui. Et parfois, le président, lui, il peut admettre, mais parfois, vous pouvez nommer quelqu'un qui ne joue pas votre rôle. Et donc, nous sommes en train de parler de l'équipe. Et donc, je suis en train de dire, au-delà de ceux qui sont technocrates ou ceux qui seront nommés sur des bases politiques, il faut que ces derniers également aient cette grandeur de cœur que le président a manifesté au cours de cette présidentielle, que moi, personnellement, en tant que jeune Togolais, j'ai observé et que j'ai touché du doigt. Et cette grandeur de cœur, je pense, ça permettrait à chaque ministre qui sera installé dans son ministère, parce que chaque ministre aura un groupe de Togolais donné dans le schéma de son ministère. Chacun aura à gérer certaines aspirations par rapport aux besoins du pays. Et donc, s'il n'y a pas le cœur, la tête seule, c'est-à-dire les diplômes et la technicité ne peuvent pas régler le problème des Togolais aujourd'hui. Il faut aujourd'hui mettre un peu de l'émotivité. Il faut aujourd'hui mettre un peu de compassion, parce que certains Togolais sont sortis du minimum. Il faut qu'on les ramène et qu'on puisse les écouter afin de pouvoir les donner l'espoir d'un lendemain meilleur. Et ça, il va falloir que la nouvelle équipe dirigeante puisse être une équipe qui puisse ouvrir le cœur et l'esprit afin de pouvoir utiliser maintenant la technicité, le diplôme et tout ce que vous pouvez ajouter. Être plus à l'écoute, c'est ça? Plus à l'écoute. Alors maintenant, vous pensez quand même que sur le profil, il faut une équipe plus jeune? Oui, ça c'est un débat qui a fusé dans beaucoup de médias ces derniers temps. Et je dois dire que ce n'est pas nouveau. Parce que les jeunes s'impatientent aussi. Hein. Ils se mouillent le maillot, mais après, bon, c'est de vieux briscards qu'on ramène qui occupent finalement tout. Les jeunes ont l'impression de ne compter que pour du bétail électoral. Non, on ne peut pas le dire parce que le gouvernement actuel nous donne déjà quelques garanties que le président va peut-être renouveler dans la prochaine équipe. Un pourcentage considérable de jeunes. Pourquoi je le dis ainsi? Quand nous prenons le schéma actuel, nous avons depuis la présidence le ministre conseiller à la présidence Malik Natchaba, qui est jeune. Nous avons le ministre de l'Agriculture. Dont on ne voit pas trop les actions. Hein. Il est conseiller du chef de l'État, c'est lui seul qui apprécie sa compétence. Publiquement, personne ne peut dire... Maintenant, quand on rentre dans le schéma gouvernemental, on a le ministre Koutera Bataka qui est jeune. Nous avons le ministre Tiédé Issa. Nous avons, pour terminer, le troisième jeune qu'il faut nominer dans ce gouvernement actuel, c'est le ministre de la Culture, Egwitonyo Kosivi. Et donc, je pense que déjà, c'est autant de garanties, autant d'assurances pour dire que le ministre de l'équipe qui va arriver tout à l'heure, la plupart des ministres seront peut-être jeunes. Parce que quand nous pensons à l'équipe dirigeante, peut-être moi, mon souhait serait au niveau du Premier ministre. Un Premier ministre beaucoup plus jeune. Et là, ça pourrait peut-être renforcer l'entrée dans l'équipe gouvernementale de beaucoup plus d'énergie jeune et renouvelable. Alors, quand on dit jeune, est-ce qu'il est possible de concilier jeune et compétent? Oui, c'est possible. Parce que la compétence aussi a une dimension qui va avec l'expérience, et les jeunes en matière d'expérience ne sont pas forcément les mieux nantis. Hein. Donc, est-ce qu'il est possible, dans ce cas, de trouver des jeunes qui aident la compétence et qui puissent faire le job? Oui, c'est possible. C'est possible parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde de compétitivité. Et beaucoup de jeunes ont compris que pour jouer à la politique, il ne faut plus juste traîner dans les activités de rassemblement politique. Parce que si nous parlons de politique politicienne, beaucoup ont fait des campagnes, c'est vrai, mais beaucoup aussi se sont déjà illustrés dans des institutions. Et ils ont une expérience déjà en matière de dirigeance ou bien en matière de management d'institutions nationales ou internationales. Beaucoup aujourd'hui qui sont au gouvernement ont été en quelque sorte pêchés depuis des institutions internationales. Donc je pense que
mettre, ou bien le parallèle qui doit être mis entre compétences et le caractère juvénile des prochains ministres est un parallèle qu'on peut considérer parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui ont la capacité de diriger un ministère. On peut les trouver ici ou il faut aller encore dans les grandes institutions? Je pense avec l'expérience que j'ai avec des aînés, des grands frères au niveau de nos mouvements, au niveau du MJU, qui est la branche juvénile du Parti Unir. Je connais, et j'en connais beaucoup qui puissent peut-être aujourd'hui animer un ministère. Et peut-être avec un petit coaching de la part des aînés, et ils peuvent y arriver. Il y en a même s'ils ne sont pas nombreux, parce qu'on ne va pas remplir totalement le gouvernement uniquement que de jeunes. Donc je pense que c'est possible. Il y a aussi un autre volet, c'est que le CNJ, le Conseil national de la jeunesse, plaide pour plus de féminisation du prochain gouvernement. Quand vous regardez aujourd'hui un peu partout dans le monde, la tendance, c'est de mettre plus de femmes. Il y a même certains pays qui ont la parité 50-50. Est-ce qu'il faut que le Togo aille également dans ce sens? Oui, je pense que c'est envisageable, mais pas dans une logique de copier-coller. Parce que la politique, c'est un domaine sensible. Il faut étudier foncièrement les questions suivant les réalités de chaque pays avant de se lancer. Mais c'est un objectif que les États Voilà. fixent. Maintenant, étant donné que le Togo aussi s'est inscrit à l'échelle internationale dans tout ce qui concerne la promotion des femmes et autres, je pense que le prochain gouvernement pourrait également se pencher sur cette question pour aligner peut-être un pourcentage un peu plus considérable de femmes. Et ce serait salutaire, surtout que dans certains pays à côté, on vient de voir la nomination d'un Premier ministre femme. Et donc, moi, je pourrais dire entre parenthèses, je serais ravi de voir peut-être un jour dans ce pays la nomination d'une femme comme Premier ministre et qu'on puisse la laisser aussi former un gouvernement et voir ce que ça pourrait donner comme résultat. Parce que ailleurs, dans les pays anglo-saxons, il est dit parfois que la jeune féminine aussi sait un peu gouverner ou bien a une spécificité, une particularité en matière de gouvernance. Et donc ça, je pense que ça, c'est des choses à entrevoir et pour le bien des Togolais. Et puis, il y a aussi la qualité des portefeuilles qu'on donne aux femmes. Quand on regarde dans nos équipes, c'est ministre de l'alphabétisation, de la femme, enfin des ministères... 3 fois rien, qu'on m'excuse, mais je suis obligé de le dire comme ça. Alors, il faut aussi des postes de qualité. Vous voyez, la France, la défense, c'est une femme, Florence Parly. Vous avez des ministres de l'économie, des ministres de l'intérieur qui sont des femmes. Est-ce qu'il est possible qu'on puisse avoir quelque chose de pareil dans nos pays? Il est possible, et je reviens plutôt au schéma de l'actuel gouvernement pour le dire, parce que nous avons déjà une ministre au ministère de l'urbanisme et de l'habitat, qui n'est pas un ministère de l'alphabétisation, comme vous l'avez dit. Oui. Nous avions également une femme au ministère des Transports, ce qui est aussi une innovation, parce que dans le passé, il n'y avait eu que des hommes à ce ministère clé, qui est un grand ministère, et surtout qu'il faut allier à ce ministère tout ce qui concerne l'aménagement du territoire et les grands travaux. Et donc, aller jusqu'à voir la nomination d'une femme au ministère peut-être de la Défense, je peux dire que c'est possible. Pourquoi? Bon, parce forcément la défense, mais des postes importants. D'importance, mais moi je planche déjà vers la défense. Pourquoi? Parce que je connais déjà. La défense, c'est la chasse de garder du président de la République. Donc. Eh oui, et le président de la République aujourd'hui. Ministre de la Défense. Et le président de la République aujourd'hui a dans son armée des femmes qui sont des commandants de l'armée. Et donc moi, quand j'analyse l'évolution de. Pas forcément que ce soit un corps habillé. Hein. Florence Parly, elle n'est pas militaire. Oui, mais pour un début dans notre pays, on peut commencer par composer avec les femmes qui sont peut-être des officiers supérieurs de notre armée. Et je sais que la plupart de ces femmes, sont diplômées et des doctorantes dans nos universités ou ailleurs à l'extérieur avant d'être aujourd'hui des officiers supérieurs de notre armée. Et j'en connais plus d'une, c'est pourquoi j'en parle. Et je pense que le chef de l'État, qui est en même temps le premier responsable de l'armée, et donc peut, s'il le veut bien, par rapport aux exigences et aux nécessités de la sécurité de notre pays, puisse peut-être
penser à cela. Mais est-ce qu'il y a aussi l'autre grande question? Parce que moi, je me rappelle, on fait de la discrimination positive pour les femmes pour qu'elles puissent massivement s'inscrire sur pour être candidates aux législatives. Elles payent une caution moitié moins que les hommes et tout, mais elles ne se bousculent pas. Est-ce qu'elles-mêmes, elles ont envie d'être au premier plan aussi? Oui, je pense qu'aujourd'hui, il faut l'encourager parce que, comme vous le dites, il y a certaines femmes qui veulent être au premier plan, mais il y a aussi certaines femmes qui peut-être sont restées dans l'accoutumance parce qu'on dit l'habitude est une seconde nature. Et donc, je pense que la société africaine a relégué pendant plusieurs siècles la femme au rôle de ménagère du foyer à la maison. Et donc, ce n'est qu'avec, je peux dire, l'époque moderne. Et quand on parle de l'époque moderne, les siècles ne sont pas les mêmes quand on parle de l'Occident et de l'Afrique. La modernité en Afrique date de ce 20e et 21e siècle, alors que la modernité dans l'Occident date du 18e, 19e siècle. Et donc, je peux dire que c'est aujourd'hui que cet éveil intellectuel de la jeune féminine a commencé et on va prier que ça puisse aller de bon en bon pour que dans la zone à venir proche, on puisse avoir beaucoup plus de femmes de caractère courageuses et capables de pouvoir peut-être briser des élections. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est d'abord gouvernement de compétences, gouvernement plus jeune, un peu plus féminin et à l'écoute. Et à l'écoute surtout parce qu'aujourd'hui, le peuple togolais a trop à demander. Le peuple togolais, je peux dire, est un peuple qui veut reléguer en quelque sorte ce qu'il ressent dans son cœur sur une personne de confiance. Et donc, la confiance doit l'emporter sur les capacités universitaires. Cela ne signifie pas qu'il faille nommer des gens qui n'ont pas de bagage, ou bien qui n'aient pas de bagage intellectuel, mais qu'on puisse primer sur les gens qui sont charismatiques et qui puissent en quelque sorte susciter un vrai développement. D'accord. Nujite Yindou Mela Kroko, merci d'être passé répondre à nos questions. Merci à vous pour cette énième rencontre. Je vous souhaite aussi une excellente après-midi. Merci beaucoup. Vous êtes le président de VIP Togo. VIP, c'est Vision et Initiative Positive du président Faure Gnassingbé. Ça nous mène tout de suite à la pause et après le journal, c'est Regards croisés.